En prenant un peu de recul pour considérer les épisodes 4 et 5 de The Last of Us saison 2, on discerne l'intention des créateurs qui dépeignent une humanité tiraillée entre haine et amour, une humanité si fragile que ses convictions l'amènent souvent à se perdre en monstruosité. Les deux épisodes commencent par un flashback concernant le front de libération de Washington, les fameux Wolves. Le premier nous dévoile l'origine d'Isaac, un sergent de la Fedra qui, dégoûté par la violence aveugle de ces hommes et leur incapacité à comprendre qu'ils sont une force d'oppression, rejoint les fameux Wolves et se retrouve à leur tête, ou plus ou moins c'est l'impression qu'on en a. Dès cette période, située 11 ans avant le présent de narration de la série, Isaac témoigne d'une capacité à tuer de sang-froid et ses propres hommes. On a donc affaire à un homme qui a à cœur certaines valeurs, mais qui est prêt à aller extrêmement loin dans la violence pour les défendre, ce qui devrait alerter le spectateur et le préparer à la scène de torture à laquelle on voit Isaac se livrer sur un séraphite sans défense. Isaac a sombré dans une vision binaire qui déshumanise l'adversaire. Il vit dans un monde en noir et blanc qui se divise entre nous et les autres. C'est toujours un plaisir bien sûr de retrouver l'acteur Jeffrey Wright qui donnait déjà sa voix au personnage dans le jeu. En opposition avec ce premier flashback, celui de l'épisode 5 va faire la démonstration d'un sens du sacrifice qui va mettre le bien collectif devant le devenir d'un proche. Une scène qui nous permet d'apprendre que le sous-sol de l'hôpital de Seattle est impraticable à cause de spores qui infectent les humains par une simple respiration. Un élément que la série a décidé d'intégrer bien plus tardivement que le jeu pour l'associer à l'un des tout premiers foyers d'infection, puisqu'on entend la rumeur selon laquelle le patient zéro de la pandémie aurait été accueilli dans cet hôpital. L'officier Park en charge de la sécurisation de l'hôpital a donc sacrifié son fils, ou du moins n'a pas tenté un sauvetage désespéré qui aurait fait peser un risque sur le reste de ses troupes, voire éventuellement sur une bonne partie de la population survivante des environs. On reconnaît ici la décision inverse de celle prise par Joel quand il a décidé de sauver Ellie et de tuer tous les gens de l'hôpital, sachant que les enjeux autour d'Ellie étaient bien plus grands encore, avec potentiellement la seule chance d'apporter un remède à l'humanité, du moins ce qu'il en reste. Dans les deux cas, l'amour filial est présent, mais les décisions sont diamétralement opposées, forçant les survivants à vivre avec des types de sentiments différents. Il s'agit sans doute de culpabilité et de chagrin pour l'officier Park, mais plus certainement de honte pour Joel. Le regard désabusé jeté par l'officier Park sur le tableau de gradation de la douleur du temps d'avant le cordyceps en dit long sur ce qu'elle ressent véritablement, tandis qu'elle vient d'ordonner que son fils reste cloîtré en enfer. Pour en revenir à l'expression de ces tensions entre amour et haine chez le personnage principal, Ellie, on se retrouve avec un portrait plus nuancé que certains ne veulent bien le voir, mais qui demande de considérer la saison pour être saisie plutôt que épisode par épisode. En effet, quelle que soit l'intensité de la rage et la soif de vengeance qui anime Ellie, il est tout simplement impossible pour un être humain de ressentir et d'exprimer ses seuls sentiments 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas faits ainsi tout bonnement. Si Ellie parvient à fonctionner malgré sa douleur et sa rage, à porter un masque de normalité pour ses interactions sociales, il n'est pas étonnant aussi qu'elle se laisse emporter par un sentiment aussi fort que son amour et son désir pour Dina qui prennent le dessus dans l'épisode 4. Toutefois, on comprend avec l'épisode 5 que cet aspect d'elle-même, aussi réel soit-il, ne peut aucunement recouvrir ou étancher son obsession de vengeance contre Abby et son équipe. Ellie évolue telle une équilibriste sur un fil qui semble tendu par la présence et le sourire de Dina, tant que Dina est à ses côtés, qu'elle passe des moments doux et romantiques tels que la chanson à la guitare interprétée par Bella Ramsey en personne, le fil reste tendu et l'humanité, emplie d'amour d'Ellie, garde le dessus. Pourtant, l'intense amour d'Ellie pour Joel, un amour qui a été en partie transformé en haine de ses meurtriers, continue de bouillir sous la surface. Dès qu'Ellie n'est plus en présence de Dina, son effet sur elle s'estompe. C'est exactement ce qu'on observe quand elle monte seule sur scène et commence à jouer de la guitare. Elle ne peut aller plus loin car elle se sent immédiatement happée par l'ouragan de rage qu'elle contient en son fort intérieur. Pire, quand Dina raconte son passé à Ellie dans l'épisode 5 et la conforte dans la légitimité de sa quête de vengeance, il ne manque plus grand chose pour qu'Ellie repasse en mode chasseresse sans pitié, et c'est exactement ce qui se passe la minute où elle se retrouve séparée de Dina et Jessie dans le parc et aperçoit l'hôpital. Elle ignore si Dina et Jessie s'en sont sortis et ne peut s'empêcher d'entrer seule dans le bâtiment pour y débusquer Nora. La révélation pour Nora qu'Ellie est la seule immunisée a un double impact. Le premier vient renforcer l'horreur du choix de Joel des années plus tôt, tandis que le second participe à transformer Ellie en quelque chose d'un peu plus qu'humain et un peu moins à la fois. Dans cette lumière rouge, celle contre qui le cordyceps ne peut rien devient une créature de légende et de cauchemar,
un croque-mitaine sans la moindre trace de pitié, un monstre qui avoue déjà savoir ce que Joel a fait pour elle et qui se contrefout qu'il a tué le chirurgien, le père d'Abby. Ellie devient une sorte de double d'Abby mais drapée d'une aura surnaturelle et infernale alors qu'elle s'applique à briser le corps de Nora et sa volonté. Le contraste est d'autant plus énorme quand survient l'annonce d'un épisode flashback, tandis qu'on retrouve une Ellie très enfantine alors que Joel vient la chercher dans sa chambre. On apprendra alors sans doute comment Joel a pu avouer la vérité à Ellie, ce qui a débouché, on le suppose, sur la tension entre eux observée en début de saison. Concernant les autres composants de ces épisodes, on peut souligner la qualité très poussée des ambiances, décors et mise en scène, notamment des séquences de lutte et de fuite face aux infectés, que ce soit dans le métro désaffecté de l'épisode 4, avec une oppression claustrophobique poussée à son paroxysme, ou lors de la plongée dans le sous-sol B2, le moins qu'on puisse dire, c'est que la série propose une photographie et des décors à couper le souffle. Enfin, du souffle, c'est justement tout ce qui reste des malheureux membres de l'expédition dirigée par Léon Park, et que le champignon parasite a transformé en diffuseur de spores via le hack biologique de leur système pulmonaire. À ce propos, on remarque qu'Ellie est tellement obsédée par la poursuite de Nora qu'elle n'a pas l'humanité de mettre fin à la pseudo-existence de ses prisonniers, et ça c'est pas bien. On pourrait parfois regretter quelques scènes de nuit trop peu éclairées, mais vraiment rien de bien méchant. L'intervention de Jessie en Deus Ex Machina en épisode 5, alors qu'Ellie tente de se sacrifier pour attirer les chasseurs intelligents sur elle et sauver Dina, peut paraître un peu facile, c'est vrai. Mais au moins l'intervention de Jessie permet de pousser au maximum le questionnement du spectateur en mode « mais comment vont-elles survivre à ça ?» Et je pense que pour la montée de tension, on peut pardonner la petite facilité de cette intervention in extremis, ça reste de bonne guerre. On remarque que lorsqu'Ellie voit approcher Jessie sous forme de silhouette, en sauveur providentiel, une partie de son cerveau pense sans doute immédiatement à Joel. La relation s'annonce complexe au sein de ce trio, étant donné qu'Ellie et Dina allaient clairement vers la mort, ce qui prouve sans aucun doute possible que Jessie était indispensable à leur survie et qu'elles avaient surestimé leurs plans et leurs capacités, ou sous-estimé l'adversité, mais ça revient au même. Sachant que Jessie est le père de l'enfant de Dina, voilà qui annonce des scènes pour le moins inconfortables, d'autant que Dina est maintenant blessée par une flèche. Et justement, en parlant des Séraphites, le décalage entre leur signature, Feel Her Love, qui accompagne le visage de leur prophétesse, et leur symbole, et de l'autre côté, leur rituel d'éventrement barbare, vient parfaitement s'inscrire dans la thématique de la saison de l'amour qui se transforme en haine et des convictions qui se figent en fanatisme. Autre remarque de nature esthétique sur la scène du sacrifice rituel, je pense que ce qui le rend d'autant plus dérangeant, c'est qu'il survient à la lueur des torches. Or, jusqu'à présent dans la saison, et comme je l'avais déjà souligné dans les précédentes vidéos, ce type d'ambiance orangée était associé jusqu'à présent à des moments intimes et heureux. Je pense bien que ce décalage est parfaitement calculé et qu'il permet de souligner celui d'un discours de sauvetage et d'amour associé à un acte abominable et ritualisé. En termes de performance, difficile de ne pas être ébloui par celle d'Isabella Merced, encore et toujours, notamment dans l'épisode 4 avec tout ce qui passe sur son visage quand Dina écoute Ellie à la guitare. Les scènes autour de l'annonce de Dina enceinte sont peut-être trop légères pour l'ambiance d'ensemble de la série. Je ne sais pas si l'ingénuité apparente de Bella Ramsey sert ou dessert la scène, mais en tout cas, elle donne bien l'impression d'une adolescente enthousiaste qui n'a aucune idée de là où elle met les pieds, plutôt que d'une jeune femme faisant déjà preuve d'une certaine maturité. Il me semble que cet aspect un peu inconscient et adolescent est l'effet recherché. Si ce n'est pas le cas, c'est en tout cas ce qui ressort de la scène. Ceci étant, la fin d'épisode 5 témoigne encore de l'intensité du jeu de Bella Ramsey dans le registre de la vengeance et de la violence assumée. Il est intéressant de souligner que l'épisode 4 a été réalisé par Kate Herron, qui avait ce rôle pour l'excellente première saison de la série Loki, tandis que le 5 l'a été par Steven Williams, un vétéran qui travaillait sur des séries mythiques telles que Lost, The Americans, Westworld ou encore Watchmen. Entre la blessure de Dina et des informations sans doute obtenues par Ellie en demandant gentiment, on peut se demander si cette dernière cherchera à poursuivre sa vengeance seule, mais j'ai hâte néanmoins de voir quel rôle sera réservé à Tommy dans la suite et fin de cette courte saison. Pour les prochaines vidéos, je pense faire une vidéo unique pour couvrir tous les épisodes restants de la série Star Wars Andor, qui propose à la fois un rythme parfois trop lent, mais aussi des moments magnifiques qui couronnent la patience des spectateurs. Je n'ai pas abandonné l'idée d'une vidéo consacrée au super-héros Sentry, et ensuite je reviendrai sur de la fantasy potentiellement avec la suite qui a trop tardé, je sais, de mon classement des meilleurs univers de fantasy. Vidéo que je vous recommande, puisque la première partie est déjà disponible. Je vous recommande chaudement si c'est un genre qui vous intéresse, bien sûr. Merci à celles et ceux parmi vous qui sont devenus membres de la chaîne. Je vous invite à les rejoindre, sans oublier de vous abonner. Et si vous ne voulez pas entendre ma voix chanter du Annie Cordyceps en boucle dans votre tête pendant une semaine, vous feriez bien d'obéir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!